L'échiquier international, soyez les bienvenus. 2024, bonsoir. Est-ce pourtant oublié 2023, voire 2022? Pas aussi simple que ça. Les tensions et autres conflits sont parlés des différents points chauds sur la planète hier, sont encore là et pourraient encore perdurer. Durant les premiers mois de 2024, l'occasion nous est donnée de parler des bombardements sans précédent à Gaza, bien sûr, qui pourraient aussi s'étendre sur toute la région. Liban, Yémen, bien sûr, en tentent également d'impliquer Téhéran. Ailleurs, l'Occident est aussi en mauvaise passe et a de plus en plus de mal à imposer ses plans, que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs. 2024 sera-t-elle moins chargée de crises que 2023 ? On essaiera d'y répondre. Et puis à la fin, nous vous proposerons un document inédit. Cela concerne notre voisin marocain. Je ne vous en dis pas plus. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. Je vous promets quand même une certaine surprise. À tout à l'heure. Mais avant, je vous propose d'évoquer les thématiques fortes qui pourraient s'inviter tout au long de l'année 2024. Et pour cela, j'ai invité Michel Fayad, qui a accepté d'être présent avec nous pour le premier numéro de l'échiquier international de l'année. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste politique. Merci d'être des nôtres pour le premier numéro de la saison. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, première question sans tarder, un des événements de 2023 qui risque encore de s'inviter durant l'année 2024, bien entendu la situation à Gaza, la résistance palestinienne ne veut pas parler de négociations tant que les bombardements ne cesseront pas du côté de l'occupationniste. Benyamin Netanyahou a dit que les opérations s'allongeraient dans le temps. 2023, on le voit, s'annonce similairement pour 2024 pour la population gazaoui, Michel Fayad. Oui, vous savez, ce conflit va durer vraiment très longtemps. On est déjà à quasiment 3 mois de conflit et on ne voit pas vraiment la fin parce que même le cessez-le-feu qui est demandé par des parties internationales ou comme condition à une négociation, on ne trouve pas ça totalement réaliste parce que quand bien même il y aurait un cessez-le-feu pour un moment, ça serait uniquement pour reprendre de plus belle une fois le cessez-le-feu arrêté. Aujourd'hui, avec un leadership israélien et un leadership palestinien qui sont véritablement jusqu'au boutiste, qui veulent véritablement éliminer l'autre partie, on ne voit pas aujourd'hui une possibilité de véritable paix. Vous savez, le gouvernement de Netanyahou ne veut pas d'un État palestinien. Il cherche aujourd'hui à expulser les Palestiniens de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. Et de l'autre côté, le Hamas rêve d'une Palestine de la rivière à la mer, comme on dit, c'est-à-dire éliminer Israël de la carte. Donc il y a deux logiques qui sont véritablement opposées, qui s'affrontent. Et tant que ces deux leaderships contrôleront la décision le destin de leurs deux pays, eh bien, on ne voit pas de possibilité de véritable paix. Donc on voit des tensions qui pourraient impliquer d'autres pays dans la région, le sud Liban bien sûr. Les Houthis qui ouvrent un nouveau front en mer Rouge, des doigts accusateurs en Occident se dressent notamment contre Téhéran. Est-ce qu'une guerre régionale est-elle possible selon vous ? Moi, je pense que l'Iran ne veut pas d'une guerre régionale, lui-même en tout cas, il ne veut pas être impliqué lui-même dans une guerre. Vous savez, les Iraniens restent véritablement traumatisés par la guerre qu'il y a eu entre l'Iran et l'Irak, qui a duré une dizaine d'années. Ils souhaitent éviter à tout prix d'être impliqués dans une guerre. Par contre, il y a une possibilité pour le Hezbollah d'entrer en guerre, et encore une fois, le Hezbollah ne souhaite pas forcément y entrer lui-même immédiatement, même si aujourd'hui on est dans un état de guerre, puisqu'il y a quasiment 100 ou 150 morts côté libanais depuis le 7 octobre. Et il y a depuis quelques jours maintenant, si vous avez suivi, le ministre de la Défense israélien, voire même, je crois, Netanyahou et d'autres responsables israéliens qui menacent de liquider Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah. Et si Hassan Nasrallah venait à être tué, il est certain que ce serait une guerre absolue avec le Hezbollah. Le numéro 2 du Hezbollah est Naïm Qassem. Et Naïm Qassem est encore plus dur que Hassan Nasrallah. Et
et donc, si Nasrallah venait à être tué, les choses pourraient dégénérer. Et je soupçonne les Israéliens de souhaiter que les choses dégénèrent pour entraîner les États-Unis dans la guerre et, et ainsi, en fait, même combattre l'Iran s'il le faut. Aujourd'hui, je ne vois pas les choses s'apaiser, malheureusement. Je vois les choses empirer. Qu'est-ce qui pourrait faire apaiser les choses, Michel Fayad? Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de choses qui pourraient faire apaiser les choses, si ce n'est, par exemple, le renversement du gouvernement de Netanyahou en Israël, l'organisation d'élections législatives et présidentielles démocratiques côté palestinien. Mais malheureusement, je crois que même si on organisait des élections dans les deux camps, ce seraient les extrémistes des deux camps qui l'emporteraient, parce que aujourd'hui, les gens qui prônent la paix dans les deux camps sont inaudibles. Ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ils n'ont pas la voix au chapitre. Donc vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment pessimiste pour le court terme. Alors 2024 est aussi l'année où les opérations en Ukraine pourraient s'inviter dans l'agenda politique mondial. On sent quand même une distanciation des militaires américains par rapport au président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, alors que d'un autre côté, Vladimir Poutine semble faire son grand retour sur la scène mondiale, sans parler d'une économie russe de plus en plus autonome, revigorée, en pleine santé, contrairement aux économies européennes, avec une Allemagne entrée officiellement en récession. Est-ce que Poutine, je vous pose la question directement, est-ce que Poutine a gagné la guerre en Ukraine et contre les Occidentaux, Michel Fayad? Je pense qu'aujourd'hui, Poutine est en train de gagner la guerre, effectivement, pour plusieurs raisons. La première, vous le disiez, la Russie était un pays qui jusque-là était uniquement concentré sur en fait, tout ce qui était matières premières, donc le pétrole, le gaz et tout ce qui était secteur minier. Et grâce à la guerre, ou plutôt à cause de la guerre, ou grâce à la guerre, comme vous le voulez, l'économie russe aujourd'hui s'est diversifiée. Les Russes ont appris à faire certaines choses qu'ils n'étaient pas en mesure de faire avant les sanctions. Donc aujourd'hui, l'économie russe s'est diversifiée. L'économie russe également est très peu endettée, contrairement à l'économie américaine et les économies européennes en général. Donc, d'un point de vue économique, la Russie se porte bien mieux que l'Occident, effectivement, malgré les sanctions. Et d'un point de vue donc militaire, on a vu que l'offensive ukrainienne n'a rien donné. Donc aujourd'hui, avec les élections américaines à venir et le possible succès de Trump, on pense véritablement que la Russie est en passe de l'emporter en Ukraine. Quand je dis en passe de l'emporter, ça ne veut pas dire que la Russie va annexer tout l'Ukraine, non. Mais en tout cas, la Russie va très probablement annexer ce qu'elle a déjà fait, en fait, les régions qu'elle occupe déjà, mais il se pourrait qu'elle continue à... Le Donbass. Voilà, elle pourrait, tout à fait, elle pourrait continuer à grignoter certaines régions à l'est et au sud du pays pour établir véritablement la zone, comme vous le dites, la zone russophone qui serait complètement annexée à la Russie. Et ça, on ne voit pas aujourd'hui. Enfin, le prochain président des États-Unis, si c'est Donald Trump par exemple, on le voit pas rentrer dans une guerre avec la Russie pour l'empêcher de faire cela. Donc oui, je pense que Poutine a gagné son bras de fer. Alors un mot sur la Serbie et sur le Kosovo. Depuis quelques jours, il y a un regain de tension entre ces deux régions, ce qui n'est pas sans rappeler les tristes événements des années 90. Est-ce que, selon vous, on serait au bord d'une nouvelle guerre dans cette partie de l'Europe ? Je pense que les Occidentaux ont créé au Kosovo une espèce de bombe à retardement, puisqu'on a attribué une indépendance à une province qui n'a jamais été indépendante auparavant. C'est une province de la Serbie historique, puisque c'est dans cette province que la nation serbe est née. C'est également là que l'Église l'Église serbe orthodoxe est née. Donc en fait, symboliquement, le Kosovo a une énorme importance pour les Serbes. Et malgré tout ce qu'ont fait les Occidentaux, les Serbes ne peuvent pas oublier, ne peuvent pas accepter de renoncer au Kosovo. Et quiconque, justement, en Serbie, accepterait d'y renoncer, puisque vous savez que c'est la condition
que l'Union européenne met pour accueillir la Serbie en son sein, eh ben, risque fortement de perdre les élections, voire même se faire renverser ou même se faire assassiner, telle la nation serbe est véritablement contre renoncer au Kosovo, qui a une importance très importante, enfin une importance historique pour eux, et culturelle et religieuse. De là aussi, on peut parler, comme vous dites, de la ressemblance aujourd'hui avec ce qui s'était passé avec Maïdan. Les Américains et les Européens essayent de reproduire cela en Serbie. Pourquoi? Bien parce que la Serbie a montré une énorme solidarité avec la Russie, puisque les Serbes se sentent concernés par ce qui se passe avec la Russie, puisqu'ils sont slaves comme les Russes, ils sont chrétiens orthodoxes comme les Russes, et également, justement, au moment de la guerre au Kosovo, si vous vous souvenez, Poutine venait de devenir président et avait envoyé des parachutistes serbes pour pouvoir prendre le contrôle de l'aéroport du Kosovo. Tout ça pour montrer aux Serbes qu'ils étaient toujours là à leur côté. Donc au moment où le monde entier était contre la Serbie, les Serbes se rappellent que la Russie était à leur côté. Et donc de même aujourd'hui où il y a tout l'Occident qui s'est mis contre la Russie, la Serbie, elle, veut se mettre du côté, en tout cas le peuple serbe souhaite être du côté russe. Et cela ne plaît pas du tout aux Américains et aux Européens. En effet, le peuple serbe a toujours été un peuple de résistants à la mémoire longue et surtout ancré dans une certaine tradition orthodoxe chrétienne, ce qui n'est pas pour plaire aux Occidentaux. Alors, dernière question, je voudrais parler des élections américaines à venir. Biden-Trump, une revanche se dessine pour les présidentielles. Ou encore, on pourrait s'attendre peut-être à une surprise, mais selon les sondages américains, on nous parle de ces deux grandes tête des deux partis démocrates et républicains. Trump serait-il le futur président américain? Écoutez, d'après les sondages, il est donné gagnant et vu l'état de santé de Biden et ses différents choix et puis également ce qui se passe avec son fils, font qu'aujourd'hui, le peuple américain se dirige effectivement vers la réélection de Donald Trump. Et puis en plus, si jamais les Américains sont entraînés dans une guerre avec Israël pour combattre les Palestiniens et les Iraniens et autres, eh bien cela pourrait complètement mettre un terme à toute possibilité de succès de Joe Biden. Je voudrais simplement vous rappeler qu'en 1991, George Bush père était président et avait essayé de faire cette guerre fait cette guerre du Golfe contre l'Irak en pensant qu'ainsi il pourrait être réélu. Vous saviez qu'il y avait une certaine unanimité du peuple américain contre Saddam Hussein et pourtant le peuple américain a choisi de ne pas réélire George Bush père et d'élire à sa place Bill Clinton. Et donc Joe Biden le sait et c'est pour cela qu'il ne souhaite vraiment pas impliquer les États-Unis directement dans une quelconque guerre et encore moins dans une guerre au Moyen-Orient. On aurait aimé parler de plusieurs sujets autres, Michel Fayad, mais malheureusement, le temps imparti est limité. En tout cas, j'aimerais vous remercier d'avoir été présent et je vous souhaite une bonne année à vous et à vos proches et vous dis à très vite. Merci et bonne année à vous tous. À bientôt. Alors, comme je vous le disais en première partie d'émission, pour la deuxième fois, un officier déserteur marocain, Salihi Boucheib, s'exprime sur les réseaux sociaux alors qu'il a passé 20 ans au sein des rangs des forces royales marocaines. Des militants ont diffusé sur les réseaux sociaux, dont la page du martyr Khoumera, une nouvelle vidéo de l'officier dissident d'une durée de plus de 5 minutes, comme vous allez découvrir, au cours de laquelle il reprend les détails de ce qu'il a vécu avant de rejoindre les rangs de l'armée marocaine. Je vous laisse découvrir le document en question. اليوم أيام القهرة وظلام وفينك عويصة فين الشان والمرشان شحال غيرتي من عباد
صفيتي من سياد بلا شفقة وبلا تخمام حرقتي الغلة وسبيتي الكسيبة وصقتي نساكي في النعم يتمتي الصبيان بالعرام ويلي. السلام عليكم، معكم الضابط المنشق صالح بشعيب المنشق عن القوات المسلحة الملكية. تحية من جديد لكل كلمة تقالت من أي مناضل في حق هذا النظام وفي فضح النظام المخزني. في الفيديو الأول أعطيتكم نبذة أو عرفتكم بروحي. اليوم غادي نتكلموا على الأوضاع اللي عشتها قبل الالتحاق بالجيش، أي من دخولي المدرسة الابتدائية إلى الحصول على شهادة البكالوريا. التحقت بالمدرسة الابتدائية السنة الدراسية 64-65، وهذه السنة عرفت واحد الأوضاع وخاصة إضراب مارس 1965، وأنا كنت شاهد عيان لأنني كنت في مدرسة لاسيغون اللي كانت جنب الاتحاد المغربي للشغل، وعطلونا على الفطور وعطلونا على الالتحاق بديارنا، ما كناش عرفنا علاش. ملي خرجنا لقينا الاموات في الشارع اللي الناس تعرفوا درك اللي طريق المرسى من روشنوار للمرسى، وتقريبا بالضبط قدام محكمة الاستئناف. شاهدنا مئات الاموات، احنا صغار ما نعرفوش ذاك الوقت على اش واقع. وصلنا لديارنا واحد 3 ايام عاد التحقنا بالمدرسة. من بعدها سقسينا والدينا اش وقع، ومن تما علمونا واحد المصطلح: سكولت ولدي راه الحيوط بودنيهم، ما خصكش تهضر مع اقرب الناس لك، وما خصكش تفضح هذا النظام، لان كانت واحد الوقيته عمليات الاختطافات وعمليات الاعتقالات في الحومه عندنا، نظرا لوجود بعض المناضلين كامثال العربي دهكون اللي شاهد احداث اللي وقعت مولاي بوعزه واللي عدموه سنه 73. ومن بعدها شاهدنا اعتقالات الناس اللي كانوا خدامين في الطاك، اي الشركه اللي كانت كتنقل بين سيد البرنوسي والحي المحمدي وسيد البرنوسي والسونتر دو فيل. وكانت اعتقالات لهذوك الموظفين وخاصه اللي روسوفور اللي شدوهم مئات، ومن بعد هما اللي غادي يبقاو معتقلين، اللي تعتقل في روشنوار تعتقل، اللي تعتقل في درب مولاي شريف تعتقل، واللي داو قنيطره. وبعدها عايشت حدثين اللي غيغيروا الحياه السياسيه في المغرب وحتى تاثروا على المجال العسكري. هاد الحدثين هما الانقلاب الاول اللي داروا عبابو والانقلاب الثاني اللي داروا افقير. وبسبب هاد الانقلابين استطاع الحسن الثاني باش يتلاعب سواء بالجيش ولا بالشعب. الجيش خلق له مشكل تاع الصحراء الغربيه، وانتقل الجيش كامل رغم الامكانيات المحدوده ورغم الامكانيات ذاك اللي ما كايناش، كانت منعدمه كاع. وظهرت واحد المعارضه، هذه المعارضه ضد فكره بان الصحراء مغربيه. وهاد الناس عانوا من الاعتقالات ومن الاغتيالات، مجموعه نتاع الشباب ماتوا، وكاين الان اللي ما عرفوهمش الناس وين كاينين، بالاضافه الى الجنود اللي شاركوا في حرب الصحراء الان مساكن ادوا الثمن، ووالديهم ما عرفوش وين راهم مدفونين الان. ظنيتي القياده الدوام والجيد ما بقالو شان، والرعواني زيدتيه القدام، سيرة عيسى بن عمر يا وكل الجيفة، يا قتال خوت ويا محل الحرام.